À quoi ressemble le YouTube ludique en 2023? C'est la question que je me suis posée il y a quelques semaines et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en faire une petite vidéo chill, tranquille, peut-être un peu décousue, mais dans laquelle je vais essayer de faire un instantané, une photographie du YouTube ludique. Alors j'avais déjà fait ça il y a quelques années, je vous partager. euh, En 2019, j'avais déjà fait un fichier que j'avais partagé à la communauté sur lequel j'avais essayé de recenser euh, toutes les, euh, tous les vidéastes qui parlaient du jeu de société. Donc voilà, il y en avait 138 à l'époque. J'avais aussi fait, d'ailleurs, dans les onglets, il y avait des vidéos de l'INA. J'avais mis des reportages qui passaient à la télé, tout ça. L'idée, c'était de faire une ressource pour tout le monde pour pouvoir que ce soit plus facile à retrouver des éléments quand on veut agrémenter nos vidéos. Et j'ai refait du coup la même chose ici en 2023. Donc je suis parti de mon fichier de base. Ça a été pas mal de vérifier qui était encore actif et qui ne l'était plus. Et spoiler alert, il y a eu quelques défections dans les rangs. Donc voilà, donc ça m'a permis de remettre à jour un fichier que je vous mettrai dans la description. J'ai aussi fait des petites recherches, donc ça c'est tout simple avec ma chaîne Punchboard qui était vierge de tout contenu. J'ai pu utiliser cette chaîne uniquement pour chercher les jeux de société, ce qui permet d'avoir un bel algorithme de recommandation et donc d'avoir une vision, entre guillemets, pas de tout, parce que je pense que c'est pas possible d'être exhaustif dans toutes les chaînes actives, mais je me suis dit, entre celles que je vais chercher, celles qui vont m'être proposées, j'aurai une bonne visibilité de quelqu'un qui s'intéresse au sujet. Et donc voilà, je pense que c'est un échantillon assez cohérent pour que ça fonctionne. Donc là, en tout, il y a 160, donc combien 178 chaînes. Alors dedans, il y a des chaînes qui sont consacrées soit aux figurines, aux jeux de cartes à collectionner, aux jeux de rôle. Donc j'ai un peu tout laissé. C'est pas toutes ces chaînes que j'ai utilisées, vous allez voir plus tard. J'ai quand même eu des critères de sélection. Et aussi, hop, rendre hommage, voilà, à Monsieur Garageux, donc qui a fait une vidéo il y a quelques semaines où il a répertorié toutes les chaînes YouTube. Donc la vidéo fait 4h20 que j'ai regardé en entier parce que je suis quelqu'un de sérieux. Et voilà, donc ça m'a permis, merci monsieur, j'ai pu combler quelques lacunes. Donc voilà, j'ai découvert quelques chaînes que je n'avais pas trouvées. Donc merci, donc allez-y, hein, allez faire un tour pour dire merci, faire de l'amour, des pouces bleus. Ah, bah, d'ailleurs, je vois que j'ai fait, moi. Voilà, j'ai fait. D'ailleurs, ça me fait penser, hein, je fais un petit disclaimer, mais voilà, comme c'est une vidéo dans laquelle on va parler de YouTube, je vais souvent prendre des exemples euh, pour exprimer un propos, pour faire une analyse. Et donc, évidemment, n'allez pas harceler, n'allez pas faire les andouilles, soyez sérieux. C'est triste de devoir rappeler ça, parce que normalement, on ne devrait pas le faire, mais bon, au jour d'aujourd'hui, comme dirait l'autre, il faut mieux être prudent. Et donc, si vous n'êtes pas d'accord avec un contenu, si vous n'aimez pas une personne ou la manière de travailler de cette personne, ben n'y allez pas. C'est aussi simple que ça. Vous avez énormément de chaînes, donc vous avez de quoi prendre du bon temps et pas perdre votre temps. Donc, disclaimer fait, comment j'ai fait ma sélection? Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai choisi une période donnée, parce que je ne peux pas analyser Internet. Moi, je ne suis pas data analyst, et donc j'ai pas les outils. J'aimerais en développer, parce que je sais à peu près ce qu'il me faudrait comme outil pour avoir des infos un peu plus pertinentes. Mais comme je ne suis pas data analyst, j'ai circonscrit la, la sélection donc au mois d'août et au mois de septembre 2023. Donc toute la sélection que j'ai faite, ce sont les chaînes qui ont été actives à ce moment-là. Donc il y a peut-être des chaînes qui ont été actives après, ou qui ont arrêté d'être actives après le mois de septembre. Dans ce cas-là, elles sont peut-être dans cette liste, mais moi je m'en suis pas servi, hein. À la fin, j'ai retenu 145 chaînes.
Je vais vous montrer ça après. Dans les autres critères que j'avais, c'était donc forcément en langue francophone, tant qu'à faire, parce que si je m'occupe du monde entier, on est foutu. Et aussi, il fallait que la chaîne soit à 80% de son contenu consacré aux jeux de plateau. C'est ça qui m'intéressait. Pour éviter d'avoir des chaînes, je sais pas, qui parlent de jouets et qui, une vidéo sur 5, parle de jeux de plateau. Bon, bah ça, j'ai pas sélectionné. Pareil, si la chaîne était spécialisée en jeux de cartes à collectionner, même si de temps en temps, elle parlait d'un jeu de plateau qui venait de sortir, j'ai pas sélectionné. Pour prendre un exemple, toujours pareil, se rappeler, hein, moi c'est sur la période donnée qui compte, hein. C'est pas ce qui s'est passé avant ou après. Par exemple, la chaîne Explique-moi ça, donc qui est bien dans la liste que je vous ai, qui sera à disposition. Par contre, j'ai pas sélectionné parce que sur la période donnée, eh ben, il y avait pas mal de vidéos vlogs de l'été, des vacances, etc. Et donc, ça ne faisait pas 80% de vidéos consacrées aux jeux de plateau. Donc voilà, ça c'est typiquement une chaîne qui a été recalée. Ça, c'est le nombre de chaînes qui ont été retenues. 145 chaînes. Comment j'ai procédé? Parmi ces chaînes, j'ai identifié les chaînes que j'appellerais YouTube, euh, c'est-à-dire qui ne sont pas soit des boutiques, soit des éditeurs-distributeurs. Et donc on voit que dans le paysage euh, YouTubesque, eh ben, on a quand même une grosse proportion de boutiques et d'éditeurs-distributeurs. Alors les éditeurs-distributeurs étaient déjà là en 2019, pas tous, mais certains étaient déjà là et actifs. Mais surtout, c'est l'arrivée en force des boutiques, clairement. Ce qui est intéressant parce qu'il y a quelques années, je me souviens que le GBL avait un rappel à l'ordre. Donc le GBL, c'est le groupement des boutiques ludiques. Hein, je ne sais plus, il y a combien de boutiques dans le GBL. Peut-être 300, peut-être entre 300 et 400, je dirais. Qu'il y a quelques années, le rappel à l'ordre, c'était de créer un compte Facebook pour faire la communication. Elles sont pas toutes identiques, il y a des boutiques spécialisées, vraiment en jeux de plateau. Il y en a qui font du jeu de plateau, mais qui font aussi des jouets. Il y en a qui font d'autres, je sais pas, des livres, etc. Donc il y a un peu tous les profils aussi, hein. Toutes les boutiques ne sont pas comme le Passe-Temps ou jeu Descartes Bordeaux ou Philibert, donc il y a un peu de tout. Et donc certaines n'étaient pas encore en train de communiquer sur les réseaux sociaux, en train de fabriquer leur communauté. Et donc il n'y a pas longtemps, je pense que ça a dû arriver au moment du confinement ou peut-être juste après, il y a eu pareil un rappel à l'ordre pour dire hey, maintenant il faut faire comme le Passe-Temps et Jeux des cartes Bordeaux, ne les oublions pas. Il faut faire des vidéos pour parler à sa communauté, à sa clientèle, qui devient une communauté tout simplement. Et donc, effectivement, on a un boom. On est quand même à 15% des chaînes qui sont des boutiques, quoi. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire que quand on est exposé à des vidéos sur YouTube, eh ben, qu'il y a plus de 20% des chaînes qui produisent ces vidéos qui appartiennent à des professionnels. Donc, à des boutiques, à des éditeurs, à distributeurs. Donc, on peut considérer comme étant, à minima, de la pub. En tout cas, il y a un intérêt à parler des jeux. Ça ne veut pas dire que dans les propos qui sont tenus, c'est insincère. Non, il y en a certaines boutiques, notamment, qui sont là et qui veulent vraiment partager leur passion. Donc, ce qu'ils disent, elles le pensent, etc. Malgré tout, il faut toujours garder ça en tête. Et dans le YouTube, ce qui est intéressant, alors j'ai pas tous les chiffres parce que c'est compliqué d'avoir ces données-là, mais il y a aussi ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, des chaînes professionnelles. C'est-à-dire, ce sont des chaînes qui ont créé une structure, une entreprise, souvent, une entreprise soit de publicité, une entreprise de vidéo, de vidéaste. Et en tout cas, il y a un modèle économique, etc. Donc là aussi, il y a du financement. Disons que le côté je pratique ma passion dans ma chambre, ou comme moi, dans ma cuisine, euh, est en train de disparaître, j'ai envie de dire. En tout cas, il y a une bonne partie qui s'est professionnalisée, il y a une partie qui est en voie de professionnalisation, et il reste quand même une partie qui fait ça par passion, soit par envie de rester dans cette passion, soit parce qu'ils n'ont pas encore réussi à être en voie de professionnalisation. Donc, nouvelle donnée, ces 145 chaînes ont produit 1352 vidéos en septembre et en août. Oui, j'ai compté, j'ai fait des petites choses avec. Autant dire que j'avais les yeux qui saignaient
Donc voilà, hein, c'est une vidéo que je prépare depuis, je sais pas, ça doit faire 10 jours, 15 jours que je suis dessus. Donc c'est quand même massif. On parle pas, quand on prend 145 chaînes, on se dit, ah, c'est pas énorme, hein. En fait, c'est beaucoup, c'est énorme pour le YouTube ludique. Donc, faut se rappeler, on est une petite niche quand même. Et là, 1352 vidéos. Autant dire que le chiffre m'a à peine étonné parce que on se rend bien compte qu'il y a des gens qui produisent beaucoup, mais à ce point-là, dans ces 1352 vidéos, on en a 16,5% qui ont été faites par les pros. Donc ce que j'appelle pro, je l'ai marqué, ce sont les chaînes YouTube appartenant aux boutiques, éditeurs, distributeurs. Donc c'est quand même pas rien, on disait, il y a 20% de pros, de chaînes pro, elles ont produit 16,5% de tout ce qui a été produit en termes de vidéos. Donc il y a quand même un côté publicitaire important. Et là-dedans, j'ai pas inclus, évidemment. Donc les non-pros, ce sont tous les autres qu'on va appeler youtubeurs. Donc il reste quand même la majorité de ce qui est produit. Là-dedans, évidemment, j'ai pas fait le détail de les vidéos rémunérées, pas rémunérées, les boîtes offertes, machin. Donc voilà. Autre statistique qui m'a semblé intéressant à aller chercher, c'est la proportion genrée de nos chaînes YouTube ludiques. Donc souvent, on a une proportion à se dire, il n'y a pas de femmes, il y a des femmes, etc. Donc comme je ne voulais pas mégenrer, euh, j'ai essayé quand même de vérifier s'il y avait des infos sur les chaînes pour pas faire d'impair. Malgré tout, comme depuis le début, il faut quand même se rendre compte que même si c'est de la data que j'ai pris à la main, il y a forcément peut-être des petites erreurs, des petits oublis, des petites choses. Donc c'est plutôt pour avoir une représentation qui se veut proche de la réalité, mais comme dit plus tôt, c'est forcément pas exhaustif. Donc ce que j'ai fait, c'est que le mixte, ce sont les groupes, les duos, peut-être couples, je ne sais pas. Donc voilà, j'ai mis dans mixte. Femmes, ce sont les chaînes avec une femme qui représente, homme pareil. Je n'ai pas compté quand il y avait des invités, parce que si tu interviews forcément un auteur, voilà, donc non, non, ça j'ai pas compté, les invités, et c'est toujours pareil, je le répète, c'est sur la période donnée, donc peut-être que c'est une chaîne avec un duo, masculin-féminin, et si sur la période donnée, août-septembre, il n'y avait que l'homme présent devant l'écran, j'ai compté je me suis dit que ça pourrait être intéressant aussi de voir s'il y avait une forte proportion côté pro. Et effectivement, j'ai remarqué ça. Dans le nombre de chaînes, c'est souvent des boutiques ou des... en tout cas, il y a une forte proportion féminine dans les boutiques ou chez les éditeurs ou quoi. Donc, est-ce que c'est un métier et donc, du coup... est-ce qu'il y a plus... voilà, je sais pas. C'est à creuser, mais voilà, je me suis dit, ça peut être intéressant. On va aller voir d'autres data. Ça, c'est le top 5 donc, des vidéos produites en quantité, donc sur les 2 mois, hein, sur août et septembre. Et donc, dans le top 5, on a en premier Ludovox avec 62 vidéos. Autant dire que j'ai saigné du clavier. Euh, Il y en avait beaucoup, beaucoup. Ensuite, on a Professeur Board Games avec 36 vidéos. Puis le Bon Gameplay, 34. Maximus Society, 34. Et Zegma en solo, 34. Voilà. Donc, c'est intéressant quand même de voir qu'on a une forte présence de Ludovox, donc qui, pour le coup, ce ne sont que des vidéos sponsorisées, hein, rémunérées. Il y a très peu de vidéos autres. Alors parfois, il y a des petites interviews quand il y a des festivals ou des comptes rendus comme ça, mais pareil, il n'y a pas de corrélation forcément entre quantité et qualité. Voilà. C'est pas parce qu'on fait beaucoup de vidéos que ça veut dire que c'est moins bon en qualité, et inversement. Donc voilà là-dessus. Après, je me suis pas trop focalisé sur la qualité. Moi là, je parle vraiment de données statistiques parce que pour faire de la qualité, pour pouvoir réfléchir sur est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon,
etc., faire une critique, bah c'est quasi impossible. Selon moi, c'est quasi impossible parce que ça demanderait des heures et des heures d'analyse, etc. Mais je me réserve quand même la possibilité, parce que j'ai lancé le petit Patreon, et je pense qu'il y aura des articles, enfin des vidéos plus précisément, qui iront sur le Patreon et qui ne seront jamais mis en accès gratuit. Je pense qu'il y aura des vidéos qui seront en avant-première sur le Patreon, d'autres qui seront uniquement disponibles sur le Patreon et jamais sur la chaîne YouTube. Et je pense que parmi les idées que j'ai, alors ça c'est pas maintenant, hein, c'est des choses qui vont se mettre en place au fur et à mesure, parce que j'ai aussi envie, Punchboard, c'est pas ma chaîne dans le sens, j'ai envie qu'il y ait d'autres personnes qui puissent venir dessus, donc payer des piges, ou pourquoi pas un jour, espérons, avoir carrément d'autres partenaires euh, en vidéo, donc qui pourront traiter leurs propres sujets, ou là je sais que j'ai des idées de sujets à plusieurs, faut que je contacte les personnes pour voir si elles sont intéressées pour écrire à deux, pour filmer, faire des choses. Mais voilà, donc je me dis ça peut être intéressant de tout ce qui peut être critique de jeu. Là je suis en train d'écrire par exemple la critique de Nucleum, je travaille un peu dessus, pareil ça prend du temps, mais voilà, peut-être que la critique de Nucleum, ou peut-être qu'un jour j'ai bien envie de faire, peut-être de prendre des chaînes et de critiquer la chaîne, de faire une analyse, etc., d'avoir des choses. Et tout ça, je pense que ce sera des vidéos qui seront uniquement pour ceux qui soutiennent la chaîne, hein. C'est-à-dire que si on veut une info de qualité ou un travail un minimum autre qu'un mec avec dans sa cuisine, eh ben, ça passe par du financement. Et si on veut rester le plus possible indépendant, une vraie indépendance, parce qu'être indépendant en étant payé par ceux qui fournissent les produits qu'on critique, bon, ça ne s'appelle pas de l'indépendance. Euh, Même si on peut l'être intellectuellement, on peut fournir une fois de plus, ça ne met pas en cause la sincérité des propos qui peuvent être tenus dans les vidéos. Malgré tout, c'est pas la définition de l'indépendance. Et moi, comme j'ai envie que ça reste indépendant, ben voilà, il y a que un Patreon, et puis voilà, un seul prix, on soutient pas, c'est pas grave. Il y a une partie qui est gratuite comme ça là. Donc là, c'était le top 5 des vidéos produites. Sur les 1352 vidéos, j'ai essayé d'avoir un peu comment dire, une photographie aussi des genres de vidéos, des formats, euh, pour savoir ce qui était le plus représenté ou représentatif. Et là, ce qui est assez intéressant, parce que j'avais un peu fait la même chose en 2019, c'est le format phare. Bon, bah, c'est le let's play et, les règles. Bon, évidemment, rien de nouveau là-dessus. L'explication de règles était déjà un format très présent à l'époque, en 2018, mais le let's play, pas autant. Et c'est ça qui est intéressant. Donc pour moi, c'est l'arrivée, je pense, de deux facteurs. Le premier, c'est Twitch. Beaucoup de Twitchers, ou pas non plutôt de streamers, de streameuses, ont commencé à utiliser YouTube comme replay, comme stockage de vidéos. Et d'autres YouTubeurs ou YouTubeuses sont allés sur Twitch, notamment après période Covid, etc. Donc forcément, le let's play est le format phare, quoi. Et le deuxième truc, c'est que le jeu solo s'est énormément démocratisé. Alors, le jeu solo a toujours existé, hein, c'est pas ça l'idée. Même si maintenant il y a une période, euh, puisque oui, on faisait déjà les mots fléchés, et donc c'était des jeux solo. Non, là ce que je veux dire, c'est que quasiment tous les jeux maintenant qui sortent ont un mode solo. Il y a beaucoup de jeux conçus pour être uniquement joués tout seul, et donc ça permet vraiment de faire plus de parties. C'est plus facile à organiser, ça demande moins de matériel, etc. Et pour moi, c'est ce qui explique l'explosion du let's play vraiment. Peut-être aussi un côté let's play, règles, ça me semble être aussi des vidéos entre guillemets plus faciles à faire, parce que pas de montage la plupart du temps. C'est un peu la différence que j'ai vue sur beaucoup de chaînes jeux vidéo. C'est un peu plus rare les chaînes qui fonctionnent, j'entends,
qui est du let's play sans montage maintenant. C'est plutôt souvent cuté. En tout cas, moi, sur les chaînes que je regarde, il y a beaucoup plus de montage, de cut. Même si on fait des séries de vidéos, on va suivre... moi, je regarde beaucoup les jeux de gestion, donc forcément, c'est plus ça que je vais avoir. Et malgré tout, il y a quand même pas mal de montage, de cut, pour aller vers les moments importants, en fait. Et on n'a pas ça dans le jeu de plateau, hein. Le jeu de plateau, c'est du brut. Et j'ai l'impression qu'il y a un côté facilité à fournir du contenu. Donc let's play, c'est quand on joue au jeu, hein, je ne l'ai peut-être pas précisé. Les règles, c'est les explications de règles. Alors parfois, les vidéos font règles plus let's play. Dans ce cas-là, j'ai juste coupé en deux, c'est-à-dire que je me suis fait un tableau avec, au lieu de mettre un, parce que j'ai noté le nom des jeux et tout, vous allez voir pourquoi après. Mais donc, j'ai mis des 0,5, des machins, voilà. J'ai essayé de faire ma tambouille pour arriver à quelque chose de correct. Les tops, on est à 6%, 6,36% de top. Donc tout ce qui est les meilleurs jeux d'eux, les sélections, etc., c'est là-dedans. Le unboxing, qui a, je pensais, qui a eu ses lettres de noblesse, bah finalement il est toujours aussi présent, 8%. Ça m'a semblé un peu étrange qu'il soit aussi élevé, mais oui, oui. Et il y a un petit effet aussi Lorcana, hein, parce que bah, le sortir ses cartes de booster, hein, ben, c'est de l'unboxing en réalité, quand il n'y a pas de plus-value, si ce n'est montrer les cartes, etc. Je pense aussi que ces chiffres-là, ils seraient différents sur une année complète, parce que notamment, je pense que les tops, en novembre et surtout décembre, c'est là où on va en avoir le plus, les tops de Noël, les meilleurs jeux de l'année, les jeux les plus attendus de 2024, etc., etc. Donc il y a aussi, il faut prendre en considération que tout ça, c'est août, septembre. Donc forcément, je pense que les proportions seraient différentes. Dans diverses, j'y ai mis un peu les choses que je ne savais pas comment classer à droite à gauche. Ça reste du jeu de plateau, mais ça va être, je sais pas, quand ça parle de produits dérivés, du style les sleeves ou des choses comme ça. Ou parfois c'est un vlog ou des choses. Bon. Les pros, ce sont vraiment les vidéos qui pouvaient pas être classées ailleurs et qui étaient faites par c'est les pubs, quoi. Les trailers de jeux, les choses comme ça. Donc ça, c'est exclusivement aussi, c'est ce qui est fait par les éditeurs ou distributeurs de jeux. C'est pas forcément 100% de leur contenu, parce que parfois, ils ont produit autre chose, comme des interviews ou autre. Donc, je l'ai pas mis dans Pro. Pro, c'était vraiment tout ce qui était trailer, quoi. En 1 minute 30, la vidéo en 3D où on te montre le jeu, etc., quoi. Une chose qui n'était pas là en 2019 et qui explose complètement, il y a quand même 12,60% des 1352 vidéos qui sont de l'actu. Ce que j'ai mis dans l'actu, ce sont les sorties de jeux, les sorties de la semaine. Beaucoup de gens s'y sont mis, pardon. Donc il y a le fameux C'est dispo du passe-temps, ça on connaît. Mais il y a énormément, alors dedans j'ai pas fait le détail, mais il y a beaucoup de boutiques. Si tu as une boutique et que tu fais pas ton C'est dispo, tu as raté ta vie. Donc là-dedans il y a beaucoup ça, mais il y a énormément de youtubeurs aussi, ce qui montre qu'il y a... alors je sais pas si c'est pareil, hein, j'ai un peu checké. Je sais pas s'il y a un côté faut produire du contenu, faut parler de tous les jeux, etc. Parce que parfois c'est des listes, vraiment il y a certaines fois ça n'a pas d'intérêt. Autant, enfin voilà. En tout cas voilà, ce format est très fort. C'est le troisième format produit, quoi. Bon, les stratégies 0,70%, et c'est quasiment, je crois que c'est quasiment que du Marvel Champions ou du Lorcana. Donc c'est vraiment un format qui n'existe pas ou peu. Mais en règle générale, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a très peu comment dire, de travail. Sans être dans, c'est pas une critique de qualité, mais plutôt une critique d'efforts fournis. C'est-à-dire que pour moi, quand tu fais des vidéos de dizaines d'heures, où tu passes en revue tous les jeux auxquels tu as joué, enfin, il n'y a pas de plus-value, quoi. Si tu regardes je sais pas, tous les films qu'il y a sur Netflix pendant une semaine, bah, t'as pas le temps de travailler, en fait, vraiment dans le fond, ton jeu, c'est-à-dire d'y rejouer,
de te renseigner, etc. Et j'ai l'impression, et Actu, pour moi, c'est un peu représentatif de ça. Et pareil, les let's play ou les règles, en fait, ces trois formats, ils disent un peu la même chose, quoi. Il y a une espèce de boulimie, euh, de folie, parfois, à sortir énormément de vidéos. Or, parfois, c'est rémunéré, donc oui, ok, on a compris, c'est un travail. Mais parfois, oui, c'est vraiment la folie. Et du coup, on a une perte de la review. C'est-à-dire qu'en 2019, la review était très forte. D'ailleurs, à l'époque, c'était une critique qui revenait souvent sur les youtubeurs que ils faisaient pas de critique justement, que les reviews n'étaient pas très bonnes ou quoi. Bon, bah, elles ont baissé, elles ont presque disparu. Alors pareil, ce que j'ai mis dans review, ce sont ce que j'appelle les avis détaillés ou les critiques. Donc les vraies critiques, les vidéos consacrées à un jeu, mais parfois il y a des avis, par exemple il y a la règle, le let's play, et à la fin il y a les avis. Donc ça j'ai regardé un peu dans le détail. Toujours pareil, j'ai fait ma tambouille, c'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a marqué avis complet, et puis il y a 59 secondes, quoi. Ouais, c'est pas un avis ça. c'est c'est pas j'ai aimé la partie. Donc là, voilà, là je l'ai pas compté dans les reviews. J'ai vraiment compté dans les reviews les voilà, quand ça faisait plusieurs minutes que c'était pertinent, ou en tout cas quand je dis pertinent, c'est pas dans le sens jugement de la qualité de la review qui est fournie, mais dans le sens ok, il y a une vraie analyse, il y a vraiment quelque chose et du fond, et pas juste la couverture est belle, les illustrations sont belles, j'ai passé un bon moment, ciao quoi. Bon, voilà, il y a des fois des avis, et pareil, j'en reviens au côté à la chaîne. J'ai un peu remarqué ça aussi. D'ailleurs, si on peut faire un petit tour, j'ai remarqué les miniatures, etc. On sait que les miniatures, c'est ultra important. Et, et pour certains, c'est vraiment la chaîne, c'est la même image, la même. Alors, je connais, hein, j'ai fait par le passé. Je sais pourquoi, pour pas avoir à passer du temps. Quand on fait beaucoup de vidéos, forcément, de toute façon, la qualité de la vidéo, elle est un facteur du temps que tu vas y consacrer. Mais il y a vraiment ça, quoi. Il y a vraiment beaucoup de chaînes qui ont les mêmes miniatures. euh, et on retrouve vraiment le côté ah ouais. Donc je comprends parce que ça parle à son audience, hein. En fait, avoir une charte graphique, bah, c'est simple. Quelqu'un qui regarde ou quoi, hop, il sait que c'est vous. Mais du coup, ça ouvre très peu de portes à quelqu'un qui ne connaît pas parce que bah, majoritairement, quand même, les miniatures ne parlent pas à tout le monde. Et donc oui, la vidéo qui va marcher mieux, elle n'est pas en fonction d'une bonne miniature, un bon titre, elle est en fonction de la popularité du jeu, quoi. D'ailleurs, j'ai pas dit, j'ai dans les analyses, j'ai pas pris en considération les audiences, donc je me suis pas intéressé. Donc ça à prendre en compte aussi là, hein. Je me suis pas intéressé au nombre de vues parce que bah, d'abord c'est pas possible de le faire maintenant parce que ce sont des vidéos qui ont déjà euh, plusieurs mois. Donc il aurait fallu que je puisse avoir, c'est pour ça que j'aimerais un outil pour avoir vraiment la vidéo au moment où elle sort et genre 30 jours après. Et tchac, on sait exactement le nombre de vues. Pareil, je me suis pas intéressé non plus au nombre d'abonnés parce qu'on sait que ça fait déjà plusieurs années que YouTube eux-mêmes le disent que ce n'est plus un critère. Le seul critère en fait des abonnés, c'est juste pour obtenir la monétisation parce qu'il vous faut 1000 abonnés. Mais d'ailleurs, c'est le seul moment où il y a le détail des abonnés. Mais dès qu'on dépasse les 1000, il n'y a plus le détail. C'est jusqu'à 2000, on va pas être dans le détail. Ce sera marqué 1000 et puis quand vous serez à 2001, ça sera marqué 2000. Parce que, en fait, l'abonnement, d'ailleurs, la plupart des youtubeurs qui vont parler de leurs chiffres, ils vont vous dire que une énorme partie des gens, enfin une énorme partie de leur audience n'est pas abonnée à la chaîne. Bah oui, parce que les gens ne s'abonnent plus d'abord parce que ça n'a plus aucun intérêt, parce qu'on n'a pas les notifications, parce qu'on est abonné à trop de chaînes, et surtout parce que l'algorithme de recommandation, donc quand on est sur la page d'accueil, il est tellement performant maintenant bah, qu'il n'y a plus besoin de s'abonner. En réalité, on a les vidéos des gens qu'on regarde, parce que l'algorithme de recommandation, c'est pas YouTube qui décide quelle vidéo il va pousser, c'est en fonction de nos choix à nous, de là où on clique, de ce qu'on regarde. Et forcément, plus on interagit avec une chaîne, avec un YouTuber,
et plus on va nous proposer ces vidéos à chaque fois qu'elles sortent. C'est dans ce sens que ça marche. Donc, ben, forcément, ils nous proposent déjà, en fait, on n'a plus besoin de passer par les abonnements, quoi. Donc voilà, donc tout ça, les critères, ça n'est pas pertinent, ça n'est plus pertinent, ça l'a été. L'audience est plus intéressante, le nombre de vues, etc. Mais pour ça, bon, ça demande plus de data. Donc ouais, donc la review disparue, et je me faisais la réflexion, alors toujours pareil, hein, tout ça, ce que je dis depuis tout à l'heure, ce sont des pistes. Je n'ai pas forcément les compétences ou les capacités à avoir des vraies réponses, mais je me suis interrogé sur... en 2019, il y avait moins de chaînes, moins d'argent, on va dire. Donc moins de chaînes qui étaient rémunérées. Donc il y avait toujours les boîtes offertes, les boîtes presse, les boîtes gratuites, peu importe le nom qu'on leur donne. Mais il y avait moins de vidéos payées, rémunérées. Depuis, le nombre d'éditeurs a augmenté. Le secteur s'est un peu plus développé, il y a un peu plus d'argent qui circule, et donc le nombre de chaînes consacrées entièrement, certaines chaînes, 100% de leur contenu est rémunéré. Et je me suis demandé si la conséquence, c'était pas ça, cette fameuse baisse de la review. Il y avait, ma première piste, c'était de dire, bah, il y a moins de... Soit il y a moins d'appétence pour tout simplement critiquer les jeux. Quand je dis critique, c'est vraiment une vraie critique, et pas des trucs à la chaîne, ou comme je vous ai dit, il y en a, j'ai vu marquer critique, je sais plus c'était quoi, critique en détail ou critique complète, et il y avait 59 secondes. Je fais, donc non, non, là je parle vraiment de vraies vidéos complètes, etc. Donc est-ce qu'il y a moins d'appétence pour ça? Parce que bah, une critique, ça demande du temps, du travail, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. On peut faire des avis à chaud, mais ça n'est pas la même chose que d'en faire une vraie critique de fond. Et donc deuxième piste, c'est l'argent. C'est est-ce que du coup, soit ces deux embranchements, qui peut-être ne sont pas deux embranchements, mais se croisent, soit il y a un côté, bah, les éditeurs ou ceux qui payent, euh, bah, payent plutôt des formats genre règles, genre let's play, soit, et comme je vous dis, peut-être ça s'imbrique, et donc payent moins de reviews, soit les chaînes qui sont rémunérées ou les vidéos qui sont rémunérées, bah, peut-être que celles et ceux qui en parlent ne s'autorisent pas à donner leur avis à ce moment-là. Ils préfèrent un truc neutre ou un truc un peu moins calibré. Et donc forcément, du coup, ce format disparaît puisque bah, si tu commences à avoir une chaîne 100% payée, et ben du coup, la plupart de tes vidéos, elles sont soit neutres, soit c'est des règles, enfin tout ce qui peut être des formats où il n'y a pas d'ambiguïté sur... Je pense qu'il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une piste à creuser. Et puis de toute façon, je vais continuer à... Je pense que je ferai le point comme ça de temps en temps, histoire de voir l'évolution des choses. Je m'étais noté plein de trucs et du coup, je fais comme ça à la tête et si vous... je vais oublier plein de choses. Ça, c'est le nombre de jeux qui est sorti en août et en septembre. Donc il y a eu 144 jeux. Alors toujours pareil, c'est peut-être pas le chiffre exact parce que j'ai essayé de toper des infos. Alors, j'ai été le c'est dispo du passe-temps. Merci les gars. Toujours intéressant parce que je me suis dit que le passe-temps a potentiellement presque tout qui sort. J'ai essayé un peu de checker à droite à gauche pour vérifier. Donc on va dire que on est proche, soit on est le bon chiffre, soit on n'en est pas loin. Donc on voit que j'avais bien tweeté. Hein. Août, c'est quand même moins que septembre. Et je pense que octobre et novembre, on doit être sur une pente ascendante. Je me suis épargné des choses. Mais du coup, je me suis intéressé en termes de visibilité. Parce que c'est bien beau d'avoir 144 jeux. Donc j'ai un peu, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai fait mes petits chiffres pour avoir les let's play et tout ça. Et du coup, là-dedans, j'ai compté combien de fois étaient mis en valeur certains jeux pour voir si... euh, alors, je n'ai pas le détail des choses, c'est-à-dire je ne sais pas... en fait, j'aurais pu fouiller un peu, mais j'ai pas voulu trop fouiller non plus parce que parfois, j'ai pas les infos, c'est compliqué, pour savoir si la proportion de jeux qui sont dans la vidéo sont des jeux soit rémunérés, soit dont la boîte a été envoyée.
pour voir s'il y avait un impact médiatique et de communication. Mais en tout cas, boum, ça, ce sont les jeux qui ont été le plus en vidéo. Et sur les 144 jeux sortis sur ces 2 mois, alors il y a des petites choses qui se chevauchent, dans le sens que un jeu qui est sorti forcément en dernière semaine de septembre, eh ben, le nombre de vidéos qui va en parler, peut-être ce sera en octobre. Pareil, il y a eu des vidéos, des jeux qui ont été... alors, qui n'ont pas cartonné parce qu'ils n'ont pas dans le classement là, mais qui auraient pu et qui étaient du mois de juillet. Donc voilà, donc ça à prendre en compte qu'il y a un petit glissement peut-être. Mais en tout cas, donc c'est Lorcana. Mais Lorcana, c'est au-dessus de tout, mais vraiment, c'est le jeu le plus présent. Et je me suis interrogé parce que c'était intéressant de voir qu'il y avait énormément de chaînes donc, qui parlent que de jeux de plateau. Donc, ils ne parlent jamais de Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, enfin d'autres jeux de cartes à collectionner, mais qui là ont basculé, ont parlé de Lorcana. Donc, il s'est passé quelque chose. Ce jeu, en tout cas, a. Une fois de plus, j'ai pas l'intention, je suis pas dans la tête des gens, donc je sais pas si c'est de l'opportunisme ou un réel intérêt. En tout cas, le jeu a suffisamment été impactant parce que, je vous dis, voilà, il est présent dans énormément de vidéos. Je sais plus, hein, c'est un peu comme on a vu tout à l'heure avec quand on passe du premier au deuxième. Bon, on est sur cette équivalence-là pour l'Orcana, quoi, du premier aux autres suivants, aux 5 suivants, qui sont à peu près équivalents. Et je me suis demandé, alors ce que je disais, ça serait intéressant de voir si ce sont les jeux auxquels les éditeurs ont le plus envoyé de boîtes, ont le plus payé des vidéos, et donc forcément, ils apparaissent plus. Ce qui était intéressant, c'est que sur les 144 jeux, il y a des jeux qui apparaissaient pas ou très très peu, vraiment très très peu. Donc il y a vraiment une surmédiatisation de certains titres, où toutes les chaînes vont en parler, ou presque, ou beaucoup, et d'autres, il y a qui sont mais vraiment invisibles, quoi. Et donc, j'aimerais pouvoir aller plus loin prochainement et vraiment faire ça, pouvoir faire le détail de savoir si, en gros, euh, est-ce que un éditeur qui a envoyé des boîtes et son jeu, en fait, personne n'en a parlé. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe? À quel point? Est-ce que c'est des bons jeux? Est-ce que c'est les meilleurs jeux par rapport à d'autres? Enfin, d'avoir vraiment un truc un peu plus précis. Est-ce que c'est logique que ce soit ces titres-là qui soient médiatisés ou quoi? L'autre petite chose pareil, qui m'a questionné, c'est donc la sur-médiatisation de l'Orcana. Et je crois savoir qu'il y a eu des petits soucis d'approvisionnement. Et je me suis dit, c'est quand même fou que le jeu qui est le plus médiatisé est celui qu'on peut pas se procurer. Et c'est assez étonnant, en fait. Il y a un petit décalage. Enfin bref, en tout cas, c'est celui qui a été le plus médiatisé, qui a donné lieu à plus de formats différents, aussi bien des let's play, des unboxings. Enfin, lui, il est partout. Il y en a, il n'y a pas d'unboxing, il y en a, il n'y a pas de let's play. Donc ça, c'était la petite partie rigolote, sympatoche. Euh, dans tout ce que j'ai dit, hein, il y a plein de trucs. Peut-être j'ai eu l'impression de donner des affirmations, c'était plus des intuitions, des réflexions, ou des petites analyses comme ça. Et puis, il y a la fameuse question que tout le monde se pose. Il n'y a pas longtemps, il y a eu donc la fameuse loi influenceur. Et je me suis aussi posé la question de est-ce qu'on est à jour? Est-ce que le YouTube ludique respecte la loi? Spoiler alerte, non. Donc je vais vous montrer un peu dans le détail des petites choses. En fait, on navigue entre de la transparence, je vais dire majoritairement, il y a une volonté de transparence quand même, comparé à 2019 où c'était beaucoup plus compliqué pour que les gens, les créatrices ou créateurs mettent qu'ils avaient reçu la boîte. Il y avait un côté, voilà, tout le monde se cachait un peu derrière son petit doigt. Pareil pour les vidéos rémunérées, tout ça, bon voilà. C'était des secrets de polichinelle parfois, etc. Là, il y a un peu plus de transparence, c'est-à-dire que si on veut trouver l'info, on la trouve. Sauf peut-être qu'il y a des personnes, il y a eu des chaînes par exemple, pour lesquelles j'ai eu des doutes, parce que le volume de production
et le fait que c'était des jeux toujours récents me faisait dire, oh là, c'est bizarre quand même que soit c'est des boîtes reçues, soit c'est payé. Souvent, c'est des productions en plus, c'est-à-dire qu'il y a le décor, enfin, voilà. Et en même temps, peut-être que c'est la personne qui les achète ou quoi. J'ai pas trouvé les infos, donc dans ces cas-là, je les ai pas, je m'en suis pas occupé. Et une fois de plus, c'est pas pour pointer du doigt certaines chaînes, parce que c'est plutôt, je vais les utiliser comme base de travail pour s'interroger en fait sur nos pratiques, sur comment on veut que les médias youtubesques soient, quoi. Et ça, c'est collectif, en fait. C'est à nous tous et nous toutes de faire ce choix-là, quoi. Comme je vous l'ai dit, n'allez pas embêter les gens. Si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes offusqué, tout simplement, n'allez plus jamais regarder. En fait, c'est ça la vraie sanction, si vous avez une envie de sanction. Moi, je vous dis, la plupart sont... Il n'y a pas de côté insincère, une fois de plus, hein. Le fait de ne pas... enfin, de recevoir des boîtes ou pas, ou d'être payé, ça ne veut pas dire que le propos qui est derrière est insincère. Il peut être totalement sincère, totalement professionnel et travaillé. Le jeu vidéo est déjà passé par là. Il y a eu plein de médias qui ont été scandaliers. Il y a eu plein de scandales aussi, mais je veux dire, les médias jeux vidéo pendant longtemps étaient, c'est vrai, achetés par les éditeurs de jeux, parce que pour moi, ce qui est toujours compliqué, c'est le côté, tu parles du produit de la personne qui paye. C'est ça qui est problématique. Et dans le jeu vidéo, bon bah voilà, la presse, même si elle a été balayée par Internet, les scandales viennent toujours de là. Et depuis, justement, les médias qui se sont mis à être indépendants n'ont plus ces relations-là euh, avec les éditeurs. C'est-à-dire qu'ils ont supprimé tout ce qui était publicité, alors que le modèle économique est basé là-dessus. Mais tout ce qui est partenaire de près ou de loin jeu vidéo, bah non, c'est niet. Euh, mais une fois de plus, c'est pas parce qu'on reçoit une boîte ou qu'on est payé par un éditeur qu'on est muselé ou quoi. Mais on peut l'être. C'est ça. On n'a pas accès au contrat et donc on ne sait pas, on ne sait pas. Donc moi, ça fait quelques années hein, que je m'intéresse beaucoup à ces sujets, que j'en discute. Donc j'en avais fait une vidéo, d'ailleurs, si ça vous intéresse d'aller regarder, si vous êtes intéressé par le sujet, sur les bonnes pratiques. Parce que donc il y a eu la loi influenceur hein, qui est passée. Et donc il y a des choses qu'on doit faire. Enfin, il y a déjà, et la loi influenceur n'a fait que renforcer ou clarifier des choses qui étaient là, qui étaient déjà dans la loi. Mais elle a aussi mis, j'essaie de vous trouver, hop, ce qu'ils appellent le gifting. Donc c'est recevoir les cadeaux, notamment les cadeaux non désirés ou non sollicités. C'est-à-dire quand on reçoit plein de livres et tout, je sais qu'il y a plein d'influenceurs par exemple qui faisaient de la critique de livres ou quoi, qui se sont retrouvés tout à coup à dire ah oui mais bon il faut savoir que les influenceurs et influenceuses qui parlent de livres par exemple, elles ont souvent ils ont souvent accès aux livres en dématérialisé. Mais malgré tout, parfois, ils reçoivent les livres, quoi. Et parfois, ils l'ont pas demandé parce qu'ils sont dans des listes et tu reçois tout ça. Donc, il y a un flou artistique. Normalement, je crois qu'il doit y avoir un décret, je crois que ça s'appelle comme ça, ou je sais plus le nom. En tout cas, il doit y avoir une précision sur le montant, à partir de quel montant, donc la valeur du cadeau ou des choses reçues, est à déclarer, en tout cas, est considéré comme étant être dans la loi influenceur, donc on doit indiquer tout au long de la vidéo, et pas uniquement en début de vidéo, ou pas l'indiquer du tout, ou en description. En fait, tout ça, ça ne marche plus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est une loi sur la transparence hein, pour les consommateurs. Le consommateur doit être, je ne sais plus exactement les termes, mais il doit savoir immédiatement, sans avoir à faire de recherche ou quoi que ce soit, sans qu'il y ait d'ambiguïté sur la nature commerciale de ce qu'il regarde. Le fait qu'il y ait eu un accord, donc soit un contrat, on le dit souvent, on le répète, mais il faut faire des contrats, si vous n'en faites pas, voilà. Que le fait un contrat écrit, c'est mieux pour toutes les parties. Normalement, les gros éditeurs ou distributeurs,
ils ont les avocats, donc c'est aussi là ce que je vais dire sur cette partie-là où on va regarder on va se poser des questions ensemble sur les pratiques qu'on peut avoir ou qu'on devrait avoir. Pour moi, et il faut que ça reste bien clair tout le long, même si je ne vais pas le répéter tout le temps, pour moi, la problématique est des deux parties. C'est-à-dire que un éditeur ou distributeur qui ne fait pas de contrat ou qui ne met pas les choses au clair est autant fautif que quelqu'un qui veut cacher, qui ne veut pas être transparent ou quoi. Voilà, donc pour moi, les deux parties doivent, faut que tout soit clarifié sur les bonnes pratiques, quoi. Et d'ailleurs, la loi s'y attaque. Donc il y a déjà eu plein de rappels à la loi, plein de condamnations, donc c'est des amendes hein, qui sont tombées, notamment pour des cadeaux reçus, c'est-à-dire pour avoir fait des réels Instagram sans préciser que l'objet avait été offert ou que la marque avait offert des objets. Donc tout ça, voilà. Donc là, on va juste voir faire un petit tour parce que ce que j'ai remarqué, du coup, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un côté où globalement il y a de la transparence parce que sinon je n'aurais pas pu avoir les infos. Malgré tout, on est quand même dans un flou artistique où tout le monde s'arrange un peu avec avec la loi. Il y a des fois, tu fais ah ouais, mais là, quand même, je me questionne. Donc on va se questionner ensemble. Il n'y a pas de raison. Comme je l'ai dit, je vais pas être exhaustif, c'est-à-dire le but n'est pas d'épingler tout le monde en disant voilà la liste, les bons points, les bons clients et les mauvais clients. Non, non, ça c'est pour moi c'est à chacun de définir sa ligne de ce qu'il considère comme être important ou pas important, comme pratique, etc. Moi, je suis juste là pour mettre en avant des questionnements. Bah, ça respecte pas la loi, c'est un fait. Bon, j'y peux rien, etc. Mais une fois de plus, il faut raison garder. N'allez pas embêter, enquiquiner, faire des choses que vous regretteriez par la suite. Donc, dans les bonnes pratiques, je vais vous montrer la chaîne de Sir Gibbsy. C'est pas pour le contenu, hein, pas très intéressant, mais c'est surtout pour dire, voilà, c'est ça qu'il faut faire apparaître, ces collaborations commerciales. Et alors, donc la plupart des grosses chaînes YouTube, ou en tout cas ceux qui sont professionnels, qui se sont professionnalisés, parce que souvent c'est des grosses structures, ils ont plusieurs salariés, etc. Donc eux, ils ont tout intérêt à pas déconner avec la loi. Donc c'est ça qui doit apparaître, collaboration commerciale ou publicité, tout au long de la vidéo ou pas tout au long de la vidéo, tout au long du passage où tu parles du produit pour lequel tu as été, de la marque pour laquelle tu es rémunéré. Donc dans un cas comme ça, on va voir que ce qui est rigolo, c'est que la collaboration commerciale disparaît par moment, réapparaît par moment, voilà. Et ça fait que clignoter parce que en fait, il y a des moments où c'est son script et il a intégré dans son script la marque, donc ce qu'il doit faire, donc j'imagine c'est 2 minutes, il doit en parler, mais dans les 2 minutes, il inclut son script de sa vidéo. Et donc dans ces moments-là, il fait disparaître collaboration commerciale, donc ça clignote. Ça, bon voilà, je pense qu'il y a un peu, il y a des gens qui s'arrangent un peu, mais donc j'ai trouvé ça marrant, c'est pour ça que je voulais le mettre en avant, mais sinon voilà, c'est ce qu'il faut. Et donc, est-ce que dans le YouTube ludique, on est enfin au clair avec la loi? Alors, une fois de plus, hein, rappelez-vous, je n'ai regardé que principalement la période août-septembre. C'est-à-dire que peut-être que des personnes qui ne respectaient pas la loi à un moment, euh, en tout cas qui n'étaient pas encore mis à jour, le sont peut-être après, etc. hein. Ou peut-être je suis tombé sur la mauvaise vidéo. hein. Je n'y peux rien. Donc on peut voir tout de suite que la chaîne de Fabien Licard, c'est quand qu'on joue, euh, eh ben, il y a le petit totem collaboration commerciale. Ah, peut-être je cache un peu l'arbre qui cache la forêt. Mais bon, il a bien inscrit et on va voir. Par contre, ça n'apparaît pas tout au long de la vidéo. Or, tout au long de la vidéo, il parle bien du jeu, quoi. Mais en tout cas, il y a quand même une volonté de bien respecter ce qui doit être inscrit, puisque maintenant, il faut qu'on soit clairement... C'est aussi
précisé dans la description, mais comme on voit, merci à Dossier Criminel de nous avoir proposé leur jeu. Bon bah voilà, voilà pourquoi il fallait, il faut un totem d'immunité, parce que là, bah, clairement, ça prête à confusion, on ne sait pas s'il paye la vidéo, s'il paye pas, enfin voilà quoi. Et souvent, en fait, on verra que la plupart des chaînes, on précise dans leur description, il y a certains qui le précisent à l'oral pendant la vidéo. Alors, il faut pas cligner de l'œil, hein, ou avoir un bruit, tu sais, si t'as la sonnette qui sonne au moment où ils le disent, parce qu'après, t'es perdu. Et pour moi, c'est ça, en fait, la problématique, en tout cas, le questionnement sur la transparence, c'est qu'il faut que ce soit bien transparent, qu'on sache que qu'il y a une rémunération. Une fois de plus, ça ne veut pas dire que ce qui va être dit dans la vidéo est contractuel, ça peut être sincère, et ça l'est souvent, d'ailleurs. Malgré tout, faut pas qu'on ait de doute. Il y a une loi qui est passée, c'est pas pour rien, c'est qu'il y avait des soucis. Avant de passer aux mauvais élèves, donc là je fais des cuts hein, parce que je blablate trop et je pense qu'il faut raccourcir les délais. Alors, un monde de jeu, voilà, c'est hop, je sais pas si on le voit bien là. Je pose la petite question comme ça pour temporiser, comme ça je rejoue immédiatement à un endroit qui m'intéresse mieux. Bref, à vous de faire vos stratégies, c'est utile de les utiliser. Comme dans tout jeu de déduction, attention. Voilà, j'ai essayé de montrer, alors j'ai coupé le son parce que j'avais peur que ça bugs, ça fasse du bug. Mais voilà, il y a bien collaboration commerciale, indiquée avec quel éditeur. Donc là, on est pareil, totale transparence et en accord avec la loi, et ça, c'est cool. Donc bravo à un monde de jeu, ça c'est bien. Fabien Licard, c'est bien aussi, même si il y aurait à redire sur d'autres choses. Allons voir d'autres petites choses que j'ai trouvées intéressantes. C'est dans l'antre du lutin. J'ai trouvé ça marrant. Jeu acheté, vidéo non rétribuée. Donc là, c'est bien lisible et tout. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué. J'ai remarqué que plus, moins moins c'est rémunéré ou de boîtes offertes, et plus il y a une tendance à bien l'afficher. En gros, c'est comme ça que je mets le curseur, moi. Donc voilà. Donc ça, c'était intéressant aussi. Là, au moins, c'est clair. On a d'autres choses. Alors, ici, c'était juste pour un petit questionnement parce que dans la loi influenceur, ils ont remis un coup sur la loi E20 notamment, donc qui est le fait de parler, faire la promotion de l'alcool. Alors, ils disent faire la promotion de l'alcool, c'est-à-dire, si je me souviens bien, on ne doit pas montrer l'alcool comme dans un moment festif ou comme étant festif. Il y a c'est vraiment la loi E20. Donc là, c'était juste pour état des jeux. Voilà, de faire attention parce que de vérifier. Alors, je sais pas s'il est français. Moi, j'ai pris des chaînes francophones, donc il y a aussi plein de choses que je dis, mais qui vont pas s'appliquer. Par exemple, quand c'est les chaînes canadiennes, tout ça, québécois ou suisses ou quoi, ou belges, bah la loi s'applique pas pareil. Alors, il y a toujours une petite subtilité, c'est que si on considère, enfin si l'État français considère que ta vidéo est à visée du public français, tu dois quand même respecter, enfin voilà, il y a un truc comme ça. Pour l'instant, c'est un peu le flou artistique quand même, donc à vérifier. En tout cas, voilà, là, c'était juste pour dire il y a de l'alcool, et de faire attention, parce que ce serait dommage de se prendre des amendes ou de se retrouver dans la galère juste parce que c'est le délire de parler, de faire ça, quoi. Dans les petites choses que j'ai vues, j'ai trouvé ça aussi assez intéressant, parce que ça... Encore des petits questionnements comme ça pour savoir. On va écouter vite fait. Non, Zango. Zango, c'est le gros morceau, mais avant de démarrer, c'est un jeu sur Reware French. Donc Manu Beltrando, qui est le directeur de sur Reware French, a aussi des parts dans First Player. Donc voilà, on est sur une copie presse. Et mon avis est biaisé autant qu'il le peut, autant qu'il ne le peut pas. Voilà, je vous laisse. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, comme on l'a dit, hein, il y a le côté transparent. Donc de dire, bah oui, je vais parler d'un jeu de quelqu'un qui est actionnaire, donc de ce que j'ai compris. Donc du coup, j'ai été voir, parce que je ne savais pas, moi, je découvre. Et effectivement, donc Emmanuel Beltrando, donc First Player, c'est une entreprise de communication, de publicité, je crois. Et donc Emmanuel Beltrando en est, il dit actionnaire, mais en fait, il en est le représentant. Et c'est pas que Sorry We Are French, puisque Sorry We Are French, ça a été
acheté par Hachette Livre, ça a été récupéré donc pour 353 000 euros. Et donc Hachette Livre, c'est Gigamic, c'est BlackRock, c'est tout ça. Et donc du coup, je me suis posé la question de quand même, est-ce qu'il faut juste préciser quand c'est un jeu Sorryware French, ou en fait, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi préciser, parce qu'il y a des intérêts économiques en faisant partie d'un groupe complet, donc tous les acteurs de ce groupe, pour moi, il y a peut-être, je ne sais pas à quel poste il est studio, mais est-ce que il y a d'autres choses ou quoi. Donc je trouve, voilà, on est toujours sur des limites. Alors je trouve ça bien que ce soit clarifié, tu vois, c'est pas la question, mais de se dire quand même, et du coup, est-ce qu'on n'est pas sur une collaboration commerciale, même si c'est un exemplaire presse de ton patron ou de ton actionnaire principal. Enfin, il y a un micmac qui, comme je dis, c'est bien que ce soit clarifié, mais en même temps, moi, quand j'entends les trucs, j'ai envie de chercher. Après, ça me pose plein de questions, alors que ça ne devrait pas me poser de questions. Ça devrait être limpide. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a des petites choses comme ça à se poser la question de le niveau de transparence. Est-ce que là, on n'est pas dans des choses un peu conflit d'intérêts, un peu tout ça. Donc c'est à voir. Hein. C'est toujours pareil, c'est des questions à aller voir s'il y a autre chose. Mais du coup, j'ai un peu remonté, je suis tombé là-dessus. J'ai trouvé qu'en fait, donc il y avait eu une review qui a été faite sur GozuX, donc qui est un jeu Sorryware French. Et donc voilà, et a priori, de ce que j'en comprends, c'est que il s'est fait tirer les moustaches à ce moment-là et que du coup, il a mis un message important. Donc il a mis en haut de la description. J'ai vu qu'il y avait un commentaire aussi qui expliquait ça, donc pour rattraper la chose. Donc ça c'est bien, hein, ça veut dire que il y a une petite erreur de fait et on va vers la transparence. Et voilà, et il y a des petites choses comme ça. Alors j'en ai noté quelques-unes où je me suis dit, il y a des fois on est sur des choses un petit peu bizarres. Là pareil, donc là je l'ai dit, hein, c'est pas en France, donc c'est pas sur la loi influenceur. Mais en termes de transparence aussi, j'ai trouvé ça intéressant parce que la société des jeux de nos amis qui nous dit que le jeu a été offert par l'éditeur, donc il a reçu l'Orcana, sans aucune obligation ni montant d'argent en échange, et par transparence, il précise que le jeu est distribué par Randolph, dont il est copropriétaire. Donc, donc il y a un intérêt économique, en fait. Pour moi, il y a... donc la transparence, ouais, elle est quand même, il faut aller la chercher à chaque fois. Mais malgré tout, enfin, pour moi, j'ai l'impression des fois qu'on essaye de tourner les choses pour que ça passe au mieux. Mais malgré tout, même si une fois de plus, je le redis, hein, c'est pas insincère dans les propos, c'est toujours le côté quand même la démarche de dire, bah en fait, t'as un intérêt économique, donc en fait, il y a un conflit d'intérêts quand même, malgré tout, même si on est sincère dans ce qu'on dit. Donc il y a des petites choses comme ça, voilà, que j'ai. Alors j'ai pas, je vous ai dit, hein, j'ai pas fait tout le monde. Dans les petites choses aussi, nos amis les joueurs du dimanche, Maxildan et compagnie. Alors là, c'est intéressant, donc il n'y a pas la mention obligatoire, mais c'est dans le titre. Il y a hashtag collaboration commerciale. Alors, je suis pas sûr que ce soit très réglo, mais en tout cas, voilà. Ça reste quand même qu'on puisse voir. On a l'info qui est un peu plus visible. J'ai envie de dire, c'est beaucoup mieux que quand il faut aller chercher au fin fond de la description, où là, vraiment... Enfin, de toute façon, la loi, elle est claire là-dessus. Hein. On ne doit pas faire d'efforts pour avoir l'info. Elle doit nous être proposée. Bon, là, voilà. C'est une manière de faire à la Maxildan. Dans les gros contenus aussi, on a donc Ludovox et ses Ludopitch. Donc là, c'est une vidéo trailer de commande. Hein, donc, je coupe le son pour pas avoir de bug. Mais voilà, pas de mention, rien du tout. On ne sait pas. Enfin, si on va pas faire la démarche d'aller chercher l'info quand même, je trouve ça dommage de pas s'être mis en accord encore. Donc on voit qu'il y a un peu de boulot quand même dans le secteur pour être une totale transparence. En tout cas, un peu plus clair quoi. Je voulais vous montrer Mister Zombie parce que j'ai bien aimé
Boîte reçue. Donc là, on est dans le titre. Et donc, voilà, tout est indiqué dans le titre. Voilà, on peut pas faire... Donc on l'a dit, hein, les boîtes, pour l'instant, c'est encore dans le flou artistique de la loi. Bruno Le Maire, je crois, notre ministre, a annoncé justement qu'il voulait qu'on clarifie ça. Donc je crois qu'il a lancé une rencontre avec certains partenaires pour mettre ça au clair. Parce que cette histoire, en fait, cette histoire de boîte, c'est quand même un gros problème. Alors les boîtes gratuites, mais je veux dire tous les cadeaux, en fait, hein. Les livres, les jeux vidéo, ce que vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que comment faire. Donc Mister Zombie a tout dit, hein. Hop, on fait un peu le tour, voilà, boîte reçue. Je fais un peu le tour des petites choses comme ça. Comme je vous l'ai dit, c'est pas exhaustif, c'est pas forcément pour... c'est pour avoir un aperçu, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un aperçu complet sur les pratiques et de voir que quand les vidéos... des fois, on ne sait pas si c'est payé, pas payé, ou des fois, c'est précisé en début de vidéo, mais après, c'est plus précisé ou quoi. Donc, c'était pour faire un petit état des lieux sur quand même... si on avance sur la transparence, puisque quand on l'avait fait en 2019, à l'époque, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, c'était vraiment pas le cas. C'est un peu plus le cas, même si je vous l'ai dit, des fois, il y a des choses assez intéressantes. Donc là, la review est sponsorisée. Donc Nix, lui, il précise à l'oral, c'est clairement énoncé, sans fioriture. Donc en termes de transparence, on est bien. Voilà, on n'est juste pas encore en accord avec la loi influenceur, mais ça va venir. Qu'il y ait déjà autant de transparence, moi je trouve ça très bien. Bon, je vous fais pas tout le monde. J'en ai quelques-uns. Ah si, tiens, je peux en parler. Les liens affiliés, donc qui sont des liens, normalement, il me semble, je sais plus la législation là-dessus, mais en tout cas, normalement, tu dois préciser que c'est un lien affilié. Je crois que tu dois préciser ce qu'est un lien affilié. Alors, je sais plus si c'est rentré dans la loi ou si c'est une recommandation de la DGCCRF, vous m'avez compris, la répression des fraudes. En tout cas, voilà. Alors, donc ça, il faut vraiment le mettre parce que si on ne sait pas, là par exemple, clairement, on ne sait pas que il y a bien le token, donc on le voit dans l'adresse. Moi, je le vois en bas de mon écran. Donc un lien affilié, c'est quand vous cliquez dessus, ça vous rajoute rien, mais quand vous achetez, en fait, il va y avoir une petite commission versée pour la personne. Donc c'est bien pour soutenir un créateur. C'est pas quelque chose de négatif. Il faut quand même que ce soit un peu plus explicite. Surtout, il faut savoir que certains sites gardent... je sais pas pour Philibert, mais je sais qu'Amazon, il y a une histoire de... Pendant 30 jours, en fait, dans les cookies, t'es gardé en mémoire, et donc pendant 30 jours, peu importe tes achats, ça va générer une commission, quoi. Donc là, pareil, la vidéo est sponsorisée, mais on n'a aucune info à l'écran, ni à l'oral, ni dans les règlements. Donc voilà, bon, on sent qu'il y a encore du boulot déjà être en accord avec la loi, et ensuite dans une vraie transparence pure et dure, quoi. Parce qu'en fait, il n'y a aucune raison de ne pas être transparent. Les recettes ludiques, juste parce que, hop, donc il nous précise que la boîte a été fournie par Super Meeple, Ben, qu'on salue, qui en fait des bisous, et qui dit elle ne sera pas conservée. Je réfléchis encore à comment faire pour faire en sorte que ça ne sponsorise pas son contenu. Et donc j'ai une petite réponse pour Ben, parce que c'est ce qui est utilisé dans beaucoup de rédactions de certains journaux. Alors ce qu'il faut savoir, la différence, et souvent on entend des boîtes presse, des choses comme ça. Une boîte presse, en fait, elle est fournie normalement. Souvent, je dis boîte presse, mais quand c'est des livres ou quoi, souvent c'est marqué interdit à la vente, etc. Et souvent d'ailleurs, j'ai déjà vu des interviews d'auteurs auto-édités qui retrouvent leurs envois presse sur Le Bon Coin avec la page qui a été déchirée, la couverture où il y a quelque chose. Pas la couverture, mais je sais plus, il y a 1 ou 2 pages à l'intérieur. Souvent, ils les enlèvent quand ils les revendent et c'est comme ça, voilà, ils traquent les mauvais influenceurs qui revendent les trucs.
Mais non, la réponse, c'est que les rédactions, comment ça fonctionne? C'est que normalement, le livre ou quoi arrive à la rédaction. Il n'arrive pas forcément pour le journaliste. Et c'est la rédaction qui va dispatcher en fonction de qui va prendre tel sujet ou tel autre, ou à qui on va commander, ou etc. Donc les rédactions, elles sont très strictes. Normalement, toutes les rédactions ont une manière de fonctionner différente, mais on sait que les cadeaux ne sont pas autorisés, sauf quand c'est vraiment des petites valeurs. Le journaliste, quand il en a, il doit de toute façon toujours voir avec sa rédaction si on l'accepte, si on l'accepte pas, etc. Sachant que selon les rédactions, et comme on l'a dit, il y a une valeur. C'est-à-dire qu'au-dessus d'une certaine valeur, genre certaines rédactions, c'est 30 euros. Il y en a, c'est 0, ils n'acceptent rien. Et il y en a, si c'est un cadeau de moins de 30 euros, genre une boîte de chocolat, bon, ben ça peut passer, quoi. Et surtout, après, et c'est pour répondre à Ben, ben pour moi, en fait, quand tu reçois un exemplaire presse, c'est parce que un éditeur, donc de livres, de jeux, doit te prévenir communiquer qu'il a un nouveau produit qui arrive sur le marché. Et normalement, un exemplaire presse, ça sert à travailler. À partir du moment où ça nous sert, ce n'est pas un exemplaire presse, c'est un cadeau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça rentre dans notre ludothèque et qu'on s'en sert pour jouer et plus pour travailler, ou qu'on le revend, donc là, il y a une valeur, il y a carrément un intérêt. Bah, dans ces cas-là, pour moi, on n'est plus dans l'exemplaire presse. À partir du moment où ça nous sert, ça rentre pour moi dans une rémunération, le fameux cadeau qui rentre sous la loi influenceur. Et donc pour Ben, ce que font certaines rédactions, c'est que à la fin de l'année, ils le donnent à des bonnes œuvres, en fait. Et je pense que, à mon sens, la bonne pratique à avoir, c'est ça. C'est une fois au bout de tous les 6 mois ou une fois par an, toutes les boîtes reçues en exemplaire presse, une fois que tu as fait ton travail dessus, il suffit de l'offrir à une association pour des cadeaux, quoi. Et là, pour moi, t'es plus du tout dans... Il n'y a plus de problème de sponsoring, de questions sur... Il y a un intérêt ou quoi, parce que la boîte, clairement, tu ne t'en sers pas. C'est autre que pour le travail qui est de fournir une vidéo ou qui est de fournir une actu. Et quand je dis fournir une vidéo, c'est pas fournir une vidéo pour l'éditeur, c'est-à-dire avec une commande, mais dans le cadre de ton travail qui est de parler de jeu. Normalement, c'est ça. En tout cas, moi, c'est la distinction que je fais. Ça, après, elle est libre à chacun. Mais voilà, quoi. À partir du moment où on s'en sert d'une manière, enfin, que ça nous rapporte quelque chose, d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire ça rentre dans notre ludothèque, on le revend, ou quoi, tout ça, pour moi, on n'est plus dans la presse, on n'est plus dans j'ai besoin de cette boîte pour savoir c'est quoi le produit et pour pouvoir en parler correctement. Ce que fait les recettes ludiques, par exemple. Donc voilà, donc c'était pour répondre à ça, parce que j'avais vu, il y avait un petit message, et je me suis dit, tiens, il m'a laissé un petit message à mon intention. Donc voilà, c'était pour y répondre. Donc voilà, donc il y a plein de petites choses là. Oui, j'ai vu des liens affiliés. Je suis tombé sur quelques personnes, je vous les mettrai pas, mais il y a quand même quelques personnes, c'était des sapins de Noël, quoi. Il y avait des moins 10%, moins 20%, 5 ou 6 liens affiliés, des Tipeee, des machins, des trucs. Ah ouais. Après, on peut se financer, il n'y a pas de souci, quoi. Mais il y en a, les descriptions, c'était des sapins de Noël, quoi. Bon, le passe-temps, nos amis du passe-temps, alors... donc, on va toujours chercher l'info. Donc, il y a toujours de la transparence hein, pour nous dire... voilà, donc merci à Yellow France d'avoir participé au financement. Mais comme on n'a pas les collaborations commerciales, eh ben, on ne sait pas trop à quel moment, qu'est-ce qui est financé, pas financé. On n'a pas l'info quand on regarde, donc pareil, va falloir se mettre à jour, hein, pareil pour les C'est la vie. Donc c'est des vidéos financées, mais on n'est pas encore formité. Donc parfois, je trouve que ça peut prêter à confusion, en fait, pour les gens qui regardent. Voilà, vidéo en partenariat. Toujours pas d'affichage, donc ça va venir, ça va venir. Parce qu'on sait que les influenceurs, j'avais des petits articles qui sont des incontournables dans la stratégie des éditeurs. Donc c'est important, et je pense que c'est important aussi aux éditeurs en fait de faire le travail. Je suis toujours étonné que les éditeurs n'aient toujours pas fait ce travail en fait. Je sais qu'il y en a qui le font, mais qu'ils imposent pas une manière de procéder, un truc. Et malheureusement, et ça pour l'avoir déjà eu en discussion à une certaine époque,
Il y en a encore qui, eux, préfèrent insistent pour qu'on le dise pas. Et c'est à cause de ça qu'on a des lois influenceurs, quoi. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà, donc grosso modo, il y a un peu plus de transparence que en 2019. Malgré tout, c'est une transparence qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller gratter parfois. Pas toujours, hein, je vous l'ai dit, il y a des fois c'est clairement annoncé et tout. Malgré tout, on n'est pas en conformité encore avec la loi. En tout, je crois qu'il y a 3 chaînes, je crois, sur les donc 145. Donc il n'y a pas 145 personnes qui sont rémunérées, mais il y a que 3 chaînes qui ont vraiment pour l'instant mis le collaboration commerciale tout au long de la vidéo, bien comme il faut, bien proprement. Et tout le reste n'est pas encore à la page. Donc pour moi, il faut s'y mettre, les gens. C'est quand même ça, au moins c'est la loi. C'est pas une question de est-ce qu'on a envie qu'il y ait plus de transparence ou pas. Et après, il y a tout le reste qui est sur les boîtes, tout ça. Comme j'ai dit, je pense que on ne peut pas échapper à ce questionnement. On ne peut pas s'y soustraire. Et ça, c'est les médias. C'est pas aux gens qui regardent de faire ce travail-là, c'est aux médias de se questionner, c'est aux professionnels du secteur. Et puis il y a une autre chose aussi, je me suis dit un truc marrant que j'ai vu sur toutes les vidéos, notamment au let's play. Donc on l'a vu, le let's play, c'est le format phare du secteur. Et en fait, il n'y a rien de neuf depuis Trick Track. C'est fou. C'est-à-dire que personne n'a fait mieux que depuis Trick Track. Et parfois, a fait moins bien. Il y a aucune... personne n'a réussi à innover. Alors, je ne dis pas que c'est facile, ça demande des moyens, ça demande tout ça. Mais en réalité, le contenu, on a vu qu'il y avait des petites différences, mais c'est le même qu'il y a 5 ans, c'est le même qu'il y a 10 ans. Trick Track a inventé les expli parties, les let's play en jeu de plateau, une manière de faire. Alors Trick Track avait plus de moyens financiers, avec plus de budget, mais même les chaînes qui ont beaucoup de moyens, au final, ça reste quand même les mêmes formats. Et du coup, je me dis que souvent, c'est parce que je suis un peu taquin, mais souvent on entend que parmi les critiques dans le jeu de plateau des influenceurs, c'est de dire « Ah oui, ce jeu n'invente rien, il n'y a rien de nouveau. » Et je me dis, en fait, il y a des auteurs, ils doivent l'avoir mauvaise de dire « Oui, mais disons, à chaque jeu, tu me dis ça, mais toi, t'as rien inventé non plus, en fait, t'innoves jamais. C'est les mêmes formats en boucle à la chaîne. » Donc, bon, voilà, c'était mon petit côté taquin de me dire que peut-être parfois, il faudrait, pareil, hein, une autre critique qui revient souvent, une plainte, une complainte, de dire qu'il y a trop de jeux qui sortent, qu'il y a trop de jeux. On va y retourner parce que quand même, il y a trop de jeux qui sortent, mais il y a 1352 vidéos en 2 mois quand même. Donc, est-ce qu'on pourrait pas peut-être commencer par se questionner nous-mêmes, en fait, je pense que c'est ça, hein. Vraiment, est-ce nécessaire toutes ces vidéos? Est-ce qu'avant de critiquer l'abondance, la surabondance, la surproduction ludique, est-ce qu'on pourrait pas commencer peut-être à mettre un pied sur la surabondance des vidéos? C'est une question que je me pose. Je me dis, est-ce qu'il y a peut-être à commencer par là, en fait, à faire un petit travail. Voilà, c'était petite vidéo comme ça, à la volée, histoire de faire un petit topo, et puis on refera peut-être une suite un peu plus tard. Je vais essayer de faire un montage, pas sûr que la vidéo soit très carrée, c'était un peu parti dans tous les sens. Il y a eu des moments d'absence, mais c'est pas grave. Et des bisous!